Après une visite chez le médecin, je vais à la pharmacie pour me procurer des médicaments dont certains sont partiellement remboursés. Chez le médecin, je n'ai pas dû avancer le montant de la consultation. Il sera réglé directement par la mutualité. J'aimerais vite guérir car ma sœur va accoucher d'un jour à l'autre et je lui ai proposé de garder ses 2 enfants. Son mari et elle vont prendre par la suite un congé parental, plusieurs semaines pour gérer au mieux l'arrivée de ce petit bébé. Des situations de vie courantes dans notre quotidien qui témoignent de la place non négligeable de la sécurité sociale dans nos existences. Mais force est de constater que ces interventions régulières de la Sécu sont devenues tellement banales qu'elles en deviennent invisibles pour certaines. Raison pour laquelle le PAC Présence et Action Culturelle lance une campagne « Ma Sécu, notre capitale » dont nous allons parler ce soir. Bienvenue à toutes et tous dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. On parle sécurité sociale ce soir avec mes invités que je suis ravie de recevoir. Bonsoir Sarah Deliamchine. Bonsoir. Vous êtes co-directrice de Présence et Action Culturelle, PAC, mais aussi coprésidente de Solidaris Wallonie. Et également Jonathan Peuge. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Vous êtes chargé de plaidoyer et mobilisation à FIAN Belgique et également membre de Créassa, collectif qui œuvre à la création d'une sécurité sociale de l'alimentation. On va commencer avec vous Sarah. C'est quoi la Sécu sociale en quelques chiffres? Pourquoi ça nous a aidé? Quand a-t-elle été mise sur place? Et puis surtout, sous question, en voilà déjà 3, pourquoi Présence Action Culturelle s'occupe de la Sécu? Je vais commencer par la dernière question. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la Sécu? En fait, ça fait plusieurs années qu'on mène des campagnes de sensibilisation sur certains aspects de la Sécu, comme le financement ou alors des droits qui ne sont pas aujourd'hui acquis. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur les éléments de base de fonctionnement de la Sécu, très peu de citoyens, qu'importe leur origine sociale ou économique, ont une connaissance claire de comment fonctionne la Sécu, qui finance la Sécu, comment c'est redistribué, qui gère la Sécu. Et donc, en fait, on s'est dit, au lieu d'approfondir le discours, on doit peut-être revenir à la base. Et quand on fait le test dans les endroits où on travaille, on dit aux gens qui a appris la Sécu à l'école, quasiment personne ne lève la main. Et donc, il y a vraiment un déficit de connaissances. Et pour nous, il y a un enjeu, c'est qu'on entend beaucoup dans les médias et auprès de certains partis politiques, la droite surtout, des attaques sur la Sécu en disant que la Sécu est en déficit, qu'il y a beaucoup de gens qui profitent. Qu'elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Enfin, qu'elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte, que le modèle est à revoir. Et pourquoi ce discours, en fait, il percole dans la tête des gens? Parce que les gens n'ont pas connaissance vraiment du fonctionnement de la Sécu. Ils n'ont pas connaissance de ses fondements. Et donc, si on veut faire rempart à ces discours qui visent à moins de solidarité et moins de droits, il faut d'abord rappeler aux citoyens l'origine de la Sécu. Et si je peux rebondir là-dessus, d'où elle vient la Sécu? C'est ce qu'on appelle le pacte social. Qui dit pacte dit un arrangement entre différentes parties. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, les employeurs, les syndicats, les partis politiques se sont mis pendant la guerre autour de la table pour discuter, mais ils ont signé ce pacte à la sortie de la guerre en disant il faut donner une assurance par rapport aux risques sociaux que peuvent vivre les travailleurs, la perte d'un emploi, la maladie et puis la vieillesse. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient cotiser ensemble. Donc, les employeurs cotisent une partie et les travailleurs cotisent une partie. Et ce pot commun, c'est ce que nous, on appelle le revenu différé. Donc, c'est un salaire différé qu'on peut aller rechercher quand on ne bénéficie plus d'un salaire lié à l'emploi. Et aujourd'hui, même expliquer la Sécu comme ça, c'est très rare, en fait, que les gens comprennent ce mécanisme. Et ils ont l'impression que des gens bénéficient comme ça d'une manne financière quand ils en ont besoin. Et en fait, c'est de l'argent que tous les citoyens ont cotisé eux-mêmes. Ils viennent juste récupérer des droits quand ils en ont besoin. Alors, cette invisibilité et cette non-connaissance de la Sécu, vous y remédiez. Vous avez lancé au PAC une campagne qui s'appelle « Ma Sécu, notre capitale » avec un petit livre blanc d'une 40aine de pages, un peu plus, c'est presque 50, qui réexplique donc ce que vous venez un petit peu de nous réintroduire, depuis quand la Sécu, c'est quoi la Sécu, mais surtout comment est-ce qu'elle est financée? D'où vient cet argent justement? Et c'est très intéressant parce qu'on l'ignore. Donc c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales en grande majorité, cotisations sociales patronales et cotisations sociales des travailleurs et pas des charges sociales comme on l'entend souvent. C'est ça, c'est assez négatif. C'est idem, voilà comment un mot... Payer, des cotisations, des charges. Tout à fait, rentre dans le vocabulaire, mais connoté charge sociale. Donc quand l'employeur paye dans ce pot commun, c'est une charge, quand c'est un travailleur, c'est une cotisation.
déjà, c'est des cotisations des deux côtés. Donc les cotisations financent le gros du modèle de la Sécu. Mais au-delà de ça, il y a d'autres financements alternatifs, comme une part de la TVA. Une petite part de la TVA vient financer. Et puis, il y a surtout que depuis de nombreuses années, notamment depuis que les salaires ont été bloqués, et avant ça, depuis les années 80, en fait, l'adéquation entre l'augmentation des salaires, l'augmentation des bénéfices des entreprises et les cotisations sociales a été cassée. Et donc, d'une part, on voit que, et ça, les syndicats monitorent ça, le bénéfice des entreprises, les pourcentages de dividendes reversés par les entreprises aux actionnaires n'a cessé d'augmenter, mais n'a pas augmenté de la même manière par rapport aux cotisations payées par les employeurs. Et donc, ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire que il y a plus de richesses qui sont produites, mais ces richesses ne sont pas réinjectées dans la sécurité sociale. Et alors, ça c'est le financement, voilà, cotisation de part et d'autre, TVA. Et comme on n'arrive pas à mettre le budget à l'équilibre, l'État remet chaque année de l'argent du budget de l'État. C'est ce qu'on appelle la dotation d'équilibre. Et en fait, si les employeurs mettaient suffisamment dans le pot commun et ne bénéficiaient pas de toute une série de mécanismes qui diminuent les cotisations des employeurs, mais aussi des employés d'une certaine manière, l'équilibre de la Sécu serait atteint. On a créé... C'est pour ça qu'on dit que ça coûte cher. Tout à fait. Et en fait, on a organisé le définancement de la Sécu avec toute une série d'allègements sur les cotisations, avec des flexi-jobs aujourd'hui, pour lesquels on peut gagner jusqu'à 6 000 € par an sans cotisation, avec tout ce qu'on appelle les plans cafétéria. Donc, c'est les chèques repas, les allocations familiales différées, toute une série de régimes liés aux entreprises et en fait, sur lesquels les travailleurs ne payent pas de cotisation et les employeurs ne payent pas de cotisation. Donc, quand je reçois un smartphone, un ordinateur, une voiture de société, les fameuses voitures de société. Tout à fait. Les voitures de société, c'est un bon exemple. En fait, les voitures de société, c'est au lieu d'augmenter le salaire de la personne et que du coup, il y ait des cotisations employeurs et employés dessus, on va donner une voiture. Sauf que sur cette voiture, il n'y a pas ou presque pas de cotisation qui est prélevée. En tout cas, pas du tout sur la valeur de la voiture. Et on estime par an que c'est 2 à 4 milliards que l'État perd en cotisation et en impôts. Et donc, cet argent-là, il ne rentre pas dans les caisses de la Sécu. Or, on sait par ailleurs que les voitures salaires, ce n'est pas les aides familiales, ce n'est pas les infirmières et ce n'est pas les travailleuses de chez Deleuze qui en bénéficient. Donc, il y a une catégorie de travailleurs qui bénéficient d'avantages. C'est souvent les catégories les plus élevées. Et sur ces avantages, il n'y a pas de cotisation. Pourtant, ces personnes, quand elles vont tomber malades, quand elles vont arriver à la pension... Voilà, j'allais vous demander, elles vont aller quand même chercher. Donc, je reçois ma voiture, ça me fait économiser beaucoup d'argent. Ça coûte cher, une voiture. Souvent, c'est associé à une carte d'essence. Tout à fait. Ça coûte beaucoup. Donc, sur un an, j'économise beaucoup. Mais ma voiture n'a pas, effectivement, comme vous dites, permis de mettre dans le pot commun de la Sécu sociale. Du coup, si la Sécu est moins bonne, moi, si je tombe en congé maladie, enfin, en tout cas en maladie l'année suivante... vous ne serez pas impacté individuellement, c'est-à-dire que c'est le pot commun global qui est sous-alimenté. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis des années ? Il y a une dizaine d'années, on a commencé à attaquer les allocataires du chômage. Tout le monde disait, il y a trop de chômeurs, il y a trop de chômeurs. Donc on a commencé à diminuer les droits du chômage. On a exclu certaines catégories. Maintenant, on dit, certains partis politiques disent, on va réduire les allocations à 2 ans dans le temps. C'est des changements drastiques en matière de sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est les malades. Le viseur est sur les malades. Il y a trop de malades, il faut réduire le nombre de malades et d'invalides. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme le pot commun, il n'est plus suffisamment alimenté et qu'il y a un déficit chronique, parce qu'on a mis en place toute une série de mécanismes par ailleurs, ce n'est pas un déficit naturel de la Sécu, c'est un déficit organisé. Maintenant, on est en train de réduire les droits de certains allocataires. Ça a été le cas avec les chômeurs et maintenant, c'est le cas avec les malades. On stigmatise ces personnes alors qu'elles ont cotisé et qu'elles devraient recevoir ce à quoi elles ont droit une fois qu'elles en ont besoin. Donc, tout ça, effectivement, on l'ignore. Et job étudiant, ici, vous parlez de flexi-job, mais les jobs étudiants, c'est super chouette pour nos jeunes. Néanmoins, à nouveau, beaucoup en profitent pour n'engager que des étudiants et donc ne pas payer de cotisation, je parle des employeurs. Et du coup, d'empêcher des travailleurs chômeurs longue durée aussi de ne pas retrouver un emploi. Tout à fait. Et dans certains secteurs, c'est vraiment interpellant. On a tous en tête ce qui s'est passé avec Deleuze. Et ce qu'on voit, c'est notamment dans des structures comme des franchisés, dans la grande distribution, le nombre d'étudiants explose. Et donc, on recourt à ces contrats étudiants sur lesquels il n'y a pas de cotisation. Ça empêche des gens de retrouver un bon emploi par ailleurs. Et aussi, ça diminue de nouveau les cotisations qui sont mises dans le pot de commun. Un autre exemple que je peux donner, c'est ce qu'on appelle les warren. Donc ça, c'est vraiment spécifique à certains secteurs. Des travailleurs peuvent acheter
sans qu'il y ait de cotisation perçue sur la valeur des actions de leur propre entreprise. Et donc, ils deviennent actionnaires de leur entreprise. Il n'y a pas de cotisation perçue sur la valeur de l'action. Et l'effet pervers de ces warrants, c'est que du coup, ils sont liés à l'avenir de leur propre entreprise. C'est ce que ma grand-mère disait, mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. Donc, je travaille dans une entreprise et au lieu de toucher du salaire et donc de payer dans le pot commun, on me propose d'acheter des actions de mon entreprise et donc mon sort est lié à celui de mon entreprise. Tous ces mécanismes-là, ils ont quand même une origine, il faut le reconnaître, parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux travailleurs qui bénéficient de ça. Souvent, ils ont été mis en place parce que les salaires n'augmentent plus à cause de la fameuse loi de 96. Comme l'augmentation des salaires est bloquée au niveau national et sectoriel, les entreprises, et parfois aussi on négocie avec les syndicats, d'autres arrangements. Mais là, on est vraiment dans une logique de serpent qui se mange la queue. Si on veut une bonne sécu forte et qui couvre tout le monde, il faut la financer à hauteur des besoins. Et arrêter tous ces mécanismes qui vraiment sont en train de créer un trou dans ce pot commun dont on a tous et toutes besoin. Bien sûr, et comme vous le rappelez très justement, il ne faut pas stigmatiser, en vouloir à l'employé qui parfois n'a même pas trop le choix. Tu auras une voiture de société, point. Et si tu la refuses, tu n'as rien d'autre. Oui, et il faut aussi reconnaître que c'est aujourd'hui des politiques salariales très très installées, donc revenir en arrière ne va pas être simple, et le politique n'est pas très enclin à prendre des mesures. La voiture salaire, c'est vraiment un sujet très difficile politiquement, parce qu'évidemment, c'est se mettre à dos toute une série de personnes qui se disent « oui, mais moi, ça veut dire que je dois remettre 500 € pour me payer une voiture ». Mais ces personnes-là, c'est le travail que nous on mène chez PAC, il faut leur faire prendre conscience que la voiture qu'elles ont maintenant, c'est des droits qu'elles vont perdre plus tard. C'est peut-être un accès à la pension qui est retardé. Aujourd'hui, on prend sa pension à 67 ans. Ça veut dire qu'en fait, le nombre d'années pendant lesquelles on va avoir droit à la pension a diminué dans les faits. Et donc, il faut essayer de ramener la dimension au niveau collectif et pas uniquement à l'aspect matériel que je vais toucher pendant que je travaille avec une voiture, des chèques repas. C'est un vrai travail d'éducation permanente qui n'est pas simple, mais qui, je pense, est porteur à l'heure actuelle. Et évidemment, nous sommes en pleine année électorale, 2024, donc cette campagne, elle vient au bon moment, évidemment. C'est évidemment ça aussi, c'est faire bouger les politiques, informer le grand public, mais faire bouger les politiques. Tout à fait. Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les politiques sont même contents en fait, qu'on revienne à l'essentiel et à la base. Et à un moment donné, si on s'attaque à ce modèle, on va renforcer les inégalités. Et il ne faut jamais oublier que la plupart des gens, ils auront tous, à un moment donné, besoin de cette sécurité sociale. On ne fait plus des carrières de 40 ans sans avoir des périodes d'inactivité. Le nombre de maladies de longue durée ne cesse d'exploser parce que les gens vivent des réalités difficiles. Et donc, on a intérêt à garder une sécu qui est forte. Je terminerai peut-être en disant que ce qu'on constate aussi, c'est que les citoyens, en fait, une fois qu'on leur fait cette démonstration, ils ont tout compris, quoi. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on a Je trop confirme, à la longtemps, lecture du petit livre blanc. on a trop fait l'économie en fait de rappeler les bases et on donne trop d'espace à des discours qu'on peut qualifier de populistes de droite qui visent tout le temps les mêmes populations comme étant coupables d'eux, alors que quand on nous c'est pas du répète tout. à l'envi, c'est trop cher, ça coûte trop cher, la sécu, ça te coûte trop cher, évidemment, on a tendance à y croire. Vous proposez au PAC, Sarah, et d'autres d'ailleurs, une ouverture sur la sécurité sociale de demain, avec une sécurité sociale notamment du logement et de l'alimentation. C'est pour ça que Jonathan est notre second invité. Pourquoi proposer d'autres pistes pour demain ? En fait, on voulait à la fois défendre le modèle de la sécurité sociale, faire un travail pédagogique, mais pour nous, au PAC, c'est important aussi de donner un horizon politique. Je pense que les gens aujourd'hui, être uniquement dans la défense, ça ne leur correspond plus. Et donc, on a voulu se dire, il y a d'autres risques sociaux aujourd'hui qui ne sont pas couverts par la Sécu, comme le logement, comme l'alimentation. Et on s'est dit, il faut aussi dire, OK, il faut renforcer le modèle, mais il faut aussi le faire évoluer pour atteindre d'autres objectifs. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions. Et on a voulu souligner quelques initiatives qui nous semblaient vraiment pertinentes et s'inscrire dans notre vision d'une société éco-socialiste. Jonathan Peuch, vous êtes donc chargé de plaidoyer mobilisation à FIAN Belgium. C'est quoi FIAN, en quelques mots ? Expliquez-nous. FIAN, c'est une ONG qui défend le droit à l'alimentation. On existe depuis 1986 et on est une section nationale d'une ONG internationale qui agit pour en fait promouvoir le droit humain à l'alimentation, mais tous les droits humains sont interconnectés et interdépendants. Au niveau international. Donc on a un statut consultatif au niveau de l'ONU et puis on travaille dans les pays à ce que les pays tiennent leurs engagements en matière de droit à l'alimentation, parce que la Belgique, comme la plupart des pays du monde, se sont engagés formellement dans des pactes internationaux à respecter le droit humain à l'alimentation. Donc elle a des obligations par rapport à ça
et on essaye de les rappeler et de les concrétiser. Oui, alors concrètement, en Belgique, est-ce que ce droit à l'alimentation, il est établi ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot ? On a vu, enfin, c'était d'ailleurs étonnant pendant le Covid, ces files d'étudiants et de gens d'ailleurs qui venaient chercher dans l'aide alimentaire des colis et on s'est dit, mais enfin, oui, comment est-ce possible ? On a l'impression que notre pays est riche, qu'il offre à tous et toutes de l'alimentation qu'il faut et de qualité. En fait, non. Non, nous, on a repéré en fait 4 grands problèmes, disons. Le premier, vous en avez parlé, celui de la précarité alimentaire. Donc, c'est les gens qui n'ont pas assez de revenus pour vraiment choisir leur alimentation. Et puis, dans la précarité, il y a la pauvreté alimentaire. Donc là, c'est vraiment ceux qui n'ont même pas assez d'argent pour manger ou choisir. Enfin, voilà. Donc, eux, ils vont à l'aide alimentaire et on parle quand même de 600 000 personnes qui sont allées au moins une fois chaque année depuis 2020. Donc, c'est beaucoup. C'est 5% de la population, en fait. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui de la santé. Là aussi, c'est des rengaines, en fait, qui existent. L'OMS avait déjà parlé du surpoids et de l'obésité depuis 1997 comme étant un problème mondial. Donc les maladies chroniques liées à l'alimentation sont énormes. C'est entre 11 et 14% des décès chaque année en Belgique. Donc c'est un peu plus de 10 000 personnes qui meurent de ça. C'est énorme en fait. Et là, pareil, très difficile d'agir, de réguler, etc. Troisième problème, c'est le lien entre alimentation et environnement. Là, ça passe plutôt par l'agriculture. Mais donc l'alimentation a un effet, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est vraiment beaucoup. Et c'est un des secteurs qui, jusque-là, a toujours été mis à l'écart des accords internationaux, notamment dans les COP. Je ne sais plus ce que veut dire COP, mais parce que je pense que le poids des lobbies de l'agro-industrie est vraiment énorme. Et on parle beaucoup des voitures, et c'est un énorme problème, des avions, etc. Mais l'alimentation, c'est 30%, donc c'est beaucoup plus que l'avion, par exemple. Oui. Et on n'y pense pas du tout. C'est des effets à la fois au niveau du modèle agricole, c'est des effets dans les transports internationaux, et puis le gaspillage, quoi, qui est aussi énorme et qui compte beaucoup. Il y a aussi les aspects biodiversité, les pesticides qui ont diminué, c'est une étude du WWF, mais de 70% de la biodiversité au niveau mondial, c'est énorme. Et pareil, l'utilisation de l'eau. Difficile de dire combien ça coûte une rivière polluée, une rivière qu'on ne peut plus boire, combien ça coûte, c'est très difficile à estimer. Et voilà, c'est un problème majeur. Et le quatrième problème, c'est ce qu'on appelle... Enfin, en tout cas, c'est ce problème qui a été bien mis en avant par les mouvements agricoles dernièrement. C'est le fait que le système agricole, en fait, ne rapporte pas, que les prix alimentaires sont en dessous des prix de production. Donc, tous les agriculteurs produisent, en fait, à perte. Et c'est la politique agricole commune, donc c'est de l'argent public qui vient pour compenser ces prix-là. Mais ça, en fait, ça évite... Les marchés sont complètement dysfonctionnels, en fait. Les prix ne correspondent pas à ce que ça coûte. Et peut-être pour conclure sur ces 4 problèmes, en gros, on essaye de les estimer de manière économique, parce qu'il y a le problème moral qui est énorme, mais politiquement, ça, c'est pas toujours entendable. Par contre, le problème économique, ça marche assez bien. Et donc là, maintenant, la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, donc l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation, estime que pour la Belgique seulement, c'est 34 milliards d'euros qui, chaque année, sont dépensés pour compenser en fait, les impacts négatifs de l'alimentation industrielle. 34 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. C'est plus ou moins le budget en fait, de la sécurité sociale, de la santé, qui en gros est à 40 milliards. C'est des chiffres colossaux, c'est en fait presque de l'aide indirecte à l'alimentation industrielle. Et ça doit vraiment pousser en fait, l'État et puis les citoyens aussi à se dire, pour la sécurité sociale, on peut avoir une sécurité sociale rentable en augmentant les cotisations. On peut aussi avoir une sécurité sociale qui va prévenir les risques, qui va, au lieu d'attendre qu'on soit malade avec un diabète pour se faire rembourser, qui va peut-être essayer de faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour que les gens, ne soient tout simplement pas malades. Et donc à long terme, ça c'est des économies pour l'État, pour la sécurité sociale qui sont colossaux. Et donc nous, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est dans cette perspective-là qu'on inscrit. Quoi. Et ce n'est pas Sarah de Liamshin, coprésidente de Solidaris, qui me contredira. Mais concrètement, c'est quoi une sécurité sociale de l'alimentation ? On recevrait quoi ? Comment ça s'organiserait ? Donc en fait, c'était très bien de prendre la parole après Sarah Liamshin, parce que du coup, le topo sur la sécurité sociale a été hyper bien posé, mieux que je l'aurais fait. Mais donc nous, l'idée, c'est de, comme on a pu réaliser le droit à la santé, le droit aux pensions, s'inspirer des principes de la sécurité sociale pour l'appliquer à l'alimentation. Donc pour nous, ça veut dire, en gros, il y a 3 piliers qu'on retient et qu'on adapte. Donc le premier, c'est l'universalité, l'idée que tout le monde doit avoir accès au même niveau de service. Bon, là, je ne rentre pas dans les nuances, mais donc cette universalité-là, elle se concrétise pour nous par une carte, en fait. Une carte qu'on recevrait chaque mois sur le modèle des chèques des chèques repas ou d'une carte banque contact, peu importe, avec laquelle, lorsqu'on irait faire les courses, on ne pourrait acheter
que des produits alimentaires et surtout que des produits alimentaires qui répondraient à certains critères. Proximité, bio, des choses comme ça. Alors c'est le deuxième pilier, c'est comment est-ce qu'on va définir ces critères-là. On appelle ça le conventionnement, c'est le terme un peu barbare, mais ça vient de la sécurité sociale. Comme il y a des médicaments conventionnés, il y a des médecins conventionnés. Voilà. Mais là, il y aurait de l'alimentation conventionnée. Donc nous, on dit deux choses. D'abord, il faudrait que ça soit défini démocratiquement avec un maximum de personnes. Ceci dit, nous, dans le CREASA, on est quand même plus de 70 organisations, 200 personnes. Rappelez ce que c'est CREASA. CREASA, le collectif de réflexion et d'action sur la sécurité sociale de l'alimentation. On existe depuis 3 ans et on co-construit, on réfléchit autour de comment pourrait être cette branche. On n'a pas toutes les réponses, on réfléchit vraiment ensemble. Et donc, à notre niveau, on fait cette démocratie alimentaire. On est arrivé à 4 critères, mais les réflexions sont toujours en cours, qui sont circuit court, protection de l'environnement, prix juste, notamment rémunération des producteurs, mais aussi respect du droit social dans toute la chaîne, parce qu'on sait que pour avoir des prix bas, une des meilleures solutions, c'est de ne pas payer les gens. Et le 4e critère, c'est l'exclusion des produits ultra transformés. Donc on a ces 4 critères-là qui, d'après nous, devraient pouvoir sélectionner les aliments qu'on pourrait acheter ou pas avec la carte. D'accord. Et donc le dernier pilier, c'est l'idée de financement proportionnel aux revenus. Là, c'est la sécu classique. En fonction de nos revenus, on participe à un pot commun. Nous, idéalement, dans nos rêves les plus fous, on aimerait bien taxer un peu plus le capital et moins le travail, mais ça ne dépend pas forcément de nous. Mais du coup, il y a ce pot commun-là. Plus on est riche, plus on a cotisé. Mais tout le monde a le même service, la même carte. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais sur cette carte, on aurait entre 50 et 150 euros par mois pour acheter à manger, ce qui est quand même un revenu assez conséquent. C'est aussi un budget, mais il faut trouver l'équilibre entre un montant qui va réellement faire changer nos comportements alimentaires. Donc on se dit, moins que 50 euros, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, il faut aussi le financer. Et il faut aussi qu'il y ait une offre qui puisse correspondre. Oui. Parce que là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais 150 euros par mois et par personne en Belgique, ça correspond plus ou moins à 18 milliards d'euros par an. C'est vraiment beaucoup. Ça correspond à un montant à peu près normal pour une branche de la sécurité sociale, mais c'est beaucoup parce qu'on n'a pas d'offre, je vous ai dit les critères, un circuit court, etc. On n'a pas de production d'entreprises, de paysans en quantité suffisante. Oui. Donc c'est tout l'enjeu de comment est-ce qu'on finance cette transition de l'agroécologie, transition des systèmes alimentaires. Là, avec ça, on aurait une demande formalisée par les cartes des citoyens qui irait en fait subsidier, investir dans les bonnes filières. Et alors, quel est le bon montant que l'offre peut absorber ? Ça, c'est vraiment une question qu'on essaye de travailler et qui est maintenant sur la table chez nous. Pour vous donner des ordres d'idées, on dépense après en Belgique 1 milliard d'euros par an en produits biologiques. Donc on pourrait commencer par peut-être multiplier par 2 cette somme-là. Et puis à l'opposé du spectre, on dépense chaque année en Belgique 30 milliards d'euros en produits alimentaires, en achats alimentaires. Enfin, les ménages dépensent ce montant-là. C'est énorme. Nos factures donc ça serait d'alimentation 100%. sont de plus en plus importantes. Oui, donc il faudrait une véritable concurrence à l'industrie alimentaire, à la grande distribution, à la malbouffe entre guillemets, mais il faut que les producteurs suivent, évidemment. Ouais, c'est ça. Et les aider, les financer. Mais pour l'instant, on est dans un piège en disant, en gros, les prix alimentaires sont trop élevés pour les gens. C'est normal qu'ils n'achètent pas. Il y a l'inflation, etc. Ça se comprend très bien. Mais d'un autre côté, alors quelle est la solution ? On demanderait aux producteurs de vendre encore plus cher, sachant qu'ils sont déjà tous en déficit, peu rentables, etc. Donc en fait, on doit sortir de cette logique-là, et c'est bien pour ça qu'on s'appuie sur la sécurité sociale en disant, c'est un problème social, j'ai parlé des 34 milliards de coûts cachés, on a tous à gagner en tant que société, à avoir une meilleure santé liée à l'alimentation, un environnement mieux protégé, et puis des agriculteurs en fait, qui sont heureux de travailler, en fait ça serait quelque chose qui serait vraiment bien. On a tous à y gagner, donc allons chercher l'argent, pas chez les producteurs, pas chez les consommateurs, mais dans ce pot commun sociétal dans lequel tout le monde contribuerait et qui viendrait en fait compenser la qualité. Aujourd'hui, si les gens choisissent de manger des produits de mauvaise qualité, il y a un côté du choix, mais il y a vraiment une offre alimentaire qui va nous pousser à aller sur les produits de malbouffe. Ils sont plus nombreux, plus géographiquement accessibles. Les magasins de grande distribution de ce genre de produits sont partout, tandis que les petits magasins bio, pas tout à fait, et plus chers aussi, en tout cas c'est l'image qu'on en a. Oui, c'est ça, donc c'est plus d'efforts ou plus d'argent. Un des deux. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas du tout l'option qui vient la plus simplement. Donc qu'une politique publique qui appuie sur la sécurité sociale vienne vraiment favoriser la mise à disposition d'alimentation de qualité qui respecte santé, environnement, planète, c'est vraiment ce qu'on espère et on croit que ça va pas marcher uniquement dans le domaine alimentaire. Il faut considérer l'alimentation comme un sujet systémique qui va transcender les secteurs. Donc j'ai parlé pauvreté, santé, environnement, production. C'est quand on met les 4 secteurs ensemble qu'on voit vraiment les avantages qu'on a de tous les côtés. On va y gagner de partout. Mais alors là, ça veut dire sortir de cette image sectorielle où l'agriculteur devrait définir l'alimentation et puis la santé devrait définir ce qui est bon pour manger
Et puis, enfin voilà, vous avez compris. Il faut vraiment avoir cette vision systémique-là. C'est celle qui justifie, en fait, d'engager autant d'argent. Parce qu'on aura des résultats qui seront vraiment impressionnants. Enfin, pour moi, dans ces cas-là, c'est vraiment de l'investissement, en fait, dans le futur, la sécurité sociale, pensée comme ça. Sarah de Liamchi, une vision systémique, comme le dit Jonathan Peuch, et surtout en intégrant tous ceux qu'on oublie, ceux qui passent par les trous de la raquette, comme on dit, tous ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits, le non-recours aux droits, informer tous ces gens-là qu'il y a d'autres solutions que d'aller chercher son alimentation dans des grandes surfaces et de mauvais produits. Tout à fait, parce que nous, on voulait évidemment pointer de nouveaux risques aujourd'hui pour lesquels collectivement on n'a pas de réponse. On pourrait aussi parler du logement. Mais ce qu'on veut aussi dire au PAC, c'est qu'il y a déjà des gens qui devraient être couverts par certains droits et qui sont mal couverts. Je prends 2 exemples. Le statut de cohabitant. Quand on touche des allocations de chômage et que son conjoint a un revenu, ou quand on est bénéficiaire des allocations d'intégration du CPAS, et j'ai encore d'autres exemples, quand on demande une bourse d'études, on va prendre en compte les revenus de toutes les personnes du ménage. Donc l'application du statut de cohabitant dans certaines branches de la Sécu et d'autres régimes fait que des gens, alors qu'ils auraient droit à un montant d'allocation, reçoivent moins. Ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on combat, parce qu'on dit si on a cotisé de la même manière, on doit recevoir le même montant, qu'importe avec qui on vit et comment on a choisi de vivre. Je prends un autre exemple, c'est le non-recours aux droits. Donc aujourd'hui, on estime que sur certains droits qui ne sont pas automatisés, on va jusqu'à 30% de non-recours aux droits. Donc des exemples comme la bourse d'études, le BIM, qui est ce statut qui permet de bénéficier de toute une série de réductions parce que nos revenus sont trop faibles, parfois certaines aides spécifiques. On sait que les personnes, parce qu'elles doivent faire une série de démarches... Ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui en ont le plus besoin, mais qui cumulent parfois aussi des difficultés avec la langue ou avec l'informatique ou avec les procédures administratives. Et donc, ils cumulent une série de difficultés et en plus, ils ne vont pas réussir à aller chercher leurs droits. Et donc, pour certains droits, on pourrait techniquement les automatiser très facilement parce que ce sont des données qui transitent entre les différents services publics, mais on ne le fait pas. Un peu cyniquement, les pouvoirs publics savent qu'en activant certaines primes, il y a toujours 30% des gens qui ne viennent pas les chercher. Et donc, budgétairement, c'est intéressant. Mais nul n'est censé ignorer la loi, donc ça va dans un sens, mais dans l'autre, la loi nous ignore. Voilà, et il suffit qu'on fait des formulaires en ligne, on fait ceci, on fait cela. Nous, on le voit chez PAC, notamment par notre projet écrivain public, donc des personnes qui aident à des démarches administratives. Le nombre de personnes pour qui toutes ces démarches sont vraiment... Rédiger un mail. Oui, rédiger un mail, prendre rendez-vous à la commune, remplir des formulaires, faire ceci, faire ça. Et donc, le statut de cohabitant qui prive une partie des gens des allocations et à côté aussi le non-recours aux droits qui pourrait être réglé par une forme d'automatisation de toute une série d'aides, ce sont 2 mécanismes en fait qui réduisent la couverture de la Sécu et d'autres régimes et auxquels il faut vraiment s'attaquer. Et donc il faut à la fois penser à la Sécu de demain et aussi faire en sorte que la Sécu qu'on a aujourd'hui protège mieux des gens qui passent un peu entre les mailles du filet. Et j'aimerais quand même réagir à ce que dit Jonathan. Ce que je trouve très bien que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la question de la dignité. Les personnes qui recourent au colis alimentaire, on les met dans une posture où elles ne choisissent pas ni ce qu'elles mangent, ni ce qu'elles donnent à leurs enfants. Et c'est une posture qui, je pense, dans une société démocratique comme la nôtre, est extrêmement... indigne et irrespectueuse d'obliger les gens à se mettre sur des trottoirs, à faire la file pour recevoir de la nourriture. Choisir ce qu'on mange, quand on n'a jamais été confronté à ces colis alimentaires, ça nous semble évident que c'est la base en fait aussi de notre existence. Et donc la sécurité sociale et l'alimentation, c'est un droit de demain, mais c'est aussi ramener cette question de la dignité. Et je pense que c'est très important d'aussi l'amener comme ça, de dire les gens ont le droit de choisir ce qu'ils mangent. C'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on doit vivre avec moins de droits. Merci beaucoup Sarah de Liamchi. Cette émission touche à sa fin et on va juste rappeler comment se procurer ce petit livre blanc Ma Sécu, notre capital, mouvement éco-socialiste du PAC, Présence Action Culturelle, en ligne. En ligne sur notre site, vous tapez Présence Action Culturelle et c'est disponible en PDF et on peut même l'envoyer gratuitement par voie postale parce qu'on sait que tout le monde n'aime pas lire à l'écran. Bien sûr. Et si vous voulez poursuivre aussi la découverte vers la sécurité sociale de l'alimentation, Jonathan, FIAN Belgique, c'est fian.be. FIAN Belgique, oui, et on a aussi un site dédié qui s'appelle campagne-ssa.be sur lequel là on trouvera les vidéos, les documents qui permettent de rentrer dans le sujet rapidement. Voilà, pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup Jonathan Peuch. Merci Sarah de Liamchi d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.